quand on a acheté, nous, quand la Ville a pris la décision de se porter acquéreur de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie en 2016, déjà, moi, on avait eu une rencontre aussi à la MRC où il y avait une firme qui était venue nous voir, nous parler de la biomasse. Et moi, j'étais entré en contact avec eux pour qu'on puisse... pour inscrire Maison-Mère comme un des projets intéressants. Puis le Forum des élus avait de l'argent de la CRE, il y avait des résidus monétaires, et on a pu financer des études d'impact, de préfaisabilité de projets de biomasse dans la capitale nationale. Il y en a 7 ou 8 qui ont été étudiés. Une à Saint-Urbain aussi, puis il y en a à Québec également, je pense avec l'Université Laval, il y en a dans Port-Neuf, et une à Baie-Saint-Paul. Celle de Maison-Mère s'est inscrite là-dessus. On a commencé à étudier ça. Mathieu est arrivé à peu près dans ce bout-là, hein, je pense, avec la Ville, un peu après. Donc, on a commencé à travailler ça et à partir des premiers résultats, ce qu'on nous disait, c'est que le projet de Maison-Mère à Baie-Saint-Paul était un des projets qui étaient les plus intéressants pour pouvoir démontrer l'impact de la biomasse. C'était intéressant à 2 niveaux. Évidemment, au niveau de l'économie d'énergie, hein, c'était un des bâtiments les plus imposants, qui avait une facture énergétique aussi parmi les plus imposantes. Donc, c'était un des endroits où les économies risquaient d'être les plus intéressantes à première vue. Là, on va vous donner tantôt les résultats de tout ça, mais à première vue, et c'était un des endroits où les économies risquaient d'être les plus intéressantes. C'est un des endroits où, comme on transformait une chaudière au mazout, donc où l'empreinte écologique était la plus intéressante aussi. Donc, d'être capable d'aller, puis on va vous le dire un peu, on va vous le dire tantôt aussi, de combien on vient au niveau des gaz à effet de serre. Il y avait une efficacité vraiment exceptionnelle. Et donc, ça devenait un projet très intéressant à travailler, très intéressant aussi en lien avec le financement potentiel par des organisations qui s'intéressent à ces aspects-là. Donc, c'est ce qui fait que, puis évidemment, bien, il y a le projet Maison-Mère. Vous le savez, vous en avez entendu parler. Le projet Maison-Mère en soi. Et je sais qu'il y a des membres, je vois ici, puis je les remercie d'être là. Il y a quelques membres du conseil d'administration. Il y a Gabriel qui est avec nous. Il y a des employés aussi de Maison-Mère qui sont là, que je salue. Et ils savent tous, toutes, l'ampleur de ce projet-là. Hein? Et que depuis un bon bout de temps, hein, on a analysé, il y a un comité finance qui a beaucoup travaillé au niveau de Maison-Mère. Puis l'objectif, c'est d'être capable, évidemment, d'aller chercher, d'aller chercher des partenaires, mais aussi d'aller chercher des économies. Où est-ce qu'on peut aller en chercher? Et un des endroits où on pensait, puis on le pense encore, puis là, on arrive à des résultats, c'est de dire, au niveau énergétique, il faut absolument compenser le mazout, ça c'est clair, hein, parce que, vous savez, Baie-Saint-Paul a un agenda 21. Baie-Saint-Paul est inscrit également au niveau travail à toute la question au niveau des gaz à effet de serre, a déjà fait plein d'analyses là-dessus, a fait une étude, 2 études même, sur l'économie des gaz à effet de serre. Et c'est clair que Maison-Mère est au premier rang, hein, de ces possibilités-là, de ces nécessités-là, en plus des économies potentielles. Donc, pour nous, là, moi, je peux vous dire, je complète là-dessus, avant de passer la parole à Mathieu, mais je peux vous dire, moi, ce soir, je suis très heureux de pouvoir présenter ce projet-là. On est près de quelque chose d'intéressant. Et, vous savez, on parle de Maison-Mère, du potentiel de Maison-Mère, mais aussi du défi que c'est Maison-Mère. Et là, je pense qu'on vient ici, ce soir, en tout cas, ce qu'on vous présente, c'est une étape de plus pour rencontrer ce défi-là. Et je pense que c'est ça qu'on veut essayer de démontrer. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire parce que c'est je vous invite à bien écouter ce qui va être présenté parce que c'est un travail très intéressant et je vais le faire tantôt, mais je veux saluer le travail de Mathieu, hein, avec nous. Martin, évidemment, toute l'équipe à la ville. Jean, il est parti, Jean-Daniel. Ah, il est là-bas. et les différents partenaires qui ont travaillé avec nous, là. Je pense qu'on arrive avec quelque chose là, qui essaie de répondre au plus de questions possibles sur ce que ça peut être la biomasse puis l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, je ne sais pas, Martin, je passe directement la parole à Mathieu. Merci. Vas-y. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Ouais, moi, je vais vous présenter le projet aujourd'hui.
En fait, comment que j'ai structuré la présentation? On va commencer par présenter le projet d'une façon globale là, pour qu'on sache tout de quoi qu'on parle pour le reste de la présentation. Après ça, on va regarder au niveau de la biomasse, c'est quoi, l'approvisionnement, aussi comment que ça fonctionne. Ensuite, on a au niveau de les performances environnementales du projet, qu'on va regarder ça, les aspects financiers du projet, puis les retombées que le projet apporte. Donc, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le projet? C'est qu'on remplace la chaufferie de maison mère par des appareils qui fonctionnent à la biomasse forestière. Alors, dans le fond, on regarde, comme M. Fortin disait, le bâtiment nous appartient maintenant, puis on porte quelques constats en regardant ça. Dans le fond, on se rend compte que la chaufferie existante, ben, on a des rapports qui nous disent qu'on a des investissements à faire dans la chaufferie. On parle de 400 000 à investir d'ici 2022, juste pour remettre à niveau certains équipements de la centrale. De la chaufferie même de maison mère, la chaufferie existante. Si on regarde dans le même rapport, puis qu'on regarde sur l'horizon de 20 ans, ce même rapport-là parle de 1,26 million de dollars à investir dans la chaufferie actuelle de maison mère pour renouveler les équipements, puis mise aux normes, etc. Là, mais tout ce qui concerne la mise aux normes de la chaufferie maison mère. Deuxième constat, M. Fortin l'a mentionné aussi, c'est les coûts de chauffage. On a des coûts de chauffage qui sont énormes présentement à maison mère. On va le voir un peu plus loin, mais c'est environ 260 000 par année. Puis c'est plus ou moins 60 % de la facture énergétique, qui est juste pour le chauffage du bâtiment puis le chauffage de l'eau chaude domestique. Ensuite, on a des équipements qui fonctionnent à l'huile, chaudière à l'huile. Donc, on a des émissions importantes de GES. Donc, on est un peu comme on parlait tout à l'heure avec le plan de réduction des GES de la ville. Là, on a un élément sur lequel on peut travailler ici, là, parce qu'on émet énormément de tonnes de CO2 juste par la combustion de l'huile pour faire le chauffage de maison mère actuellement. Donc, ces constats-là nous portent après ça à nous dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour régler la problématique? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Donc, on s'est penché, on a observé on a analysé différentes solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va un système 100% électrique? Est-ce qu'on y va avec un système qui fonctionne au propane? Est-ce qu'on y va avec de la géothermie? Est-ce qu'on y va avec de la biomasse? Bon, il y a plusieurs systèmes possibles qui ont été regardés. Mais là, avec tout ça, on regarde aussi c'est quoi les subventions qui sont disponibles pour réaliser ce projet-là. Donc, actuellement, avec la biomasse, il y a beaucoup, autant au niveau du provincial que du fédéral, il y a beaucoup de subventions qui sont attribuées pour faire émerger des projets de ce genre-là. On a Transition énergétique Québec au niveau du provincial, puis avec la Fédération canadienne des municipalités, il y a de l'argent à aller chercher là pour réaliser des projets à biomasse. Ensuite, on vise, puis on veut avoir un projet qui vise pour soutenir l'économie forestière. Donc, à partir, on veut rentabiliser finalement la ressource qu'on a ici, qu'on a disponible, faire travailler du monde d'ici. À partir de là, la solution s'en convergeait finalement vers un projet de remplacement des équipements de maison mère qui fonctionnent à l'huile par des chaudières alimentées à la biomasse forestière. Donc ici, on a une représentation de quoi pourrait ressembler le bâtiment qu'on propose. Fait qu'on a la vue en façade là, qui serait éventuellement sur un prolongement de la rue Forgette, là, en arrière où le PN. Là. Puis vue arrière de la centrale, on voit un peu les cheminées. Cette section ici, c'est la réserve de copeaux, parce que la biomasse, on a un besoin d'entreposage de la matière combustible. Puis, dans le fond, le bâtiment fait environ, pour donner une idée, c'est à peu près 300 mètres carrés, là, avec un 17 mètres de longueur en façade. L'emplacement qui a été retenu, évidemment, c'est à proximité de maison mère. C'est le bâtiment principal qu'on veut chauffer. Donc, on voit un peu sur la photo, c'est près du garage cylindrique là, métallique là, qui est présentement à l'arrière sur le terrain de maison mère. On voit un petit peu l'emplacement qui est délimité ici. Là. Donc, petite parenthèse sur la biomasse forestière. La biomasse forestière, c'est quoi? En fait, bien, ça peut provenir
de résidus qui sont laissés en forêt, finalement, des résidus de coupe qui ne sont pas utilisés ou qui autrement pourriraient sur place. Ça peut provenir aussi de feuillus qui sont d'arbres, là, finalement, qui sont quand même bons, mais qui sont coupés puis qui sont transformés en copeaux pour faire pour être brûlés. L'image qu'on voit ici, c'est quand même intéressant. Ça, c'est des billes de bois, finalement, qui autrement auraient pourri en forêt, parce qu'ils sont jugés trop petites pour être transformés. C'est quand même, c'est pas juste des petites branches, c'est quand même des billes qui peuvent être d'un format assez intéressant. La biomasse, principalement en deux types, les copeaux et la granule. Au niveau des copeaux, c'est l'avantage, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, si on veut, là, mais au niveau des copeaux, l'avantage, c'est que ça peut être produit régionalement. Pas besoin d'une grosse expertise pour faire ça. Dans le fond, on empile notre bois, on le fait sécher. Quand tu as besoin de copeaux, tu le déchiquettes, tu le broies, tu le déchiquettes, puis ça fait ton copeau qui peut être utilisé après ça pour le chauffage. Les granules, tu es capable d'avoir de meilleures performances au niveau des équipements, au niveau des chaudières. La différence, c'est qu'il faut que tu les achètes. Il y a des fournisseurs québécois, mais tu ne les achètes pas en région, finalement. C'est un fournisseur un peu comme du gaz ou du propane qui vient d'ailleurs pour te livrer. Donc, ici, j'essayais de présenter un peu le cycle là, pour en arriver finalement à la combustion. Donc, en arriver au chauffage finalement du bâtiment. Donc, la ligne en haut en forêt, c'est un travail qui est fait par des partenaires ou fournisseurs. Donc, la récolte du bois, l'entreposage, le séchage, le déchiquetage, puis la distribution jusqu'à l'endroit où il y aura la combustion. Puis, nous, Ville de Baie-Saint-Paul, ici, avec le projet de biomasse qu'on a, c'est vraiment au niveau, on commande le copeau nous est livré, on le brûle, puis évidemment, la combustion va créer des cendres fait que ces cendres-là peuvent être récupérées puis être utilisées pour fertiliser des champs. Donc, quand on parlait tantôt d'économie circulaire, là, on est là-dedans, dans le fond. On prend des produits locaux puis on est capable de vraiment valoriser la ressource sur le cycle complet de transformation. Ce qui est important de mentionner, la municipalité de Saint-Urbain prévoit la construction d'un centre de conditionnement et d'entreposage de la biomasse. Donc, c'est ça, c'est un hangar, finalement, là, dans lequel on est capable d'entreposer le copeau pour qu'il puisse être à l'abri, donc et pas et sécher, finalement, ils n'ont pas détrempé, c'est pas ça qu'on veut. Puis la MRC participe à la gestion de la ressource. Aussi, c'est ça, c'est un gros processus, là, mais c'est de mettre en place le centre de conditionnement et si on veut, un réseau de fournisseurs pour être en mesure d'approvisionner Maison-Mère. Présentement, c'est ça, là, c'est-à-dire actuellement, la MRC a fait un projet pilote cette année. Fait que les billes de bois qu'on voit ici, c'est des billes de bois qui ont été coupées récemment, là, à la fin de l'automne ou septembre. C'est très récent. Puis, c'est ça, la MRC a fait un projet pilote dans lequel ils ont coupé ils ont ramassé 200 tonnes métriques anhydre. Je reviendrai un peu là-dessus tantôt, mais à titre d'exemple, pour Maison-Mère, on a besoin de 500 tonnes. Fait qu'ils ont fait un projet pilote, ils en ont ramassé 200 tonnes métriques anhydre de bois qui serait resté autrement sur le terrain, comme je le disais tantôt. Donc, le projet est concluant à date. C'est de quoi qui est très intéressant. L'entrepreneur, lui, ça fait son affaire parce qu'il en laisse moins sur place, il fait plus d'argent. Nous, ça fait notre affaire parce qu'on amène du bois, on récupère le bois, on a un bon prix, on le fait sécher. Après ça, c'est toute la chaîne là, qui en tire des bénéfices. Puis la MRC prévoit aussi récolter plus ou moins 500 tonnes métriques anhydre en 2020. Donc, en allant de l'avant avec le projet, c'est sûr que tout le processus de cueillette de bois puis de récolte est important parce que il y a un certain temps de séchage requis. Là. On ne peut pas couper le bois puis le brûler le lendemain. Là. Il faut attendre, il faut l'entreposer peut-être 3-4 mois là, de séchage là, au moins pour que le copeau soit suffisamment sèche pour qu'on ait une bonne combustion et des bons rendements. Pour la disponibilité de la ressource, on peut se demander si, dans Charlevoix, il y a suffisamment de ressources de biomasse forestière. La réponse, c'est oui. L'année passée, en 2018, on a mandaté Service Forêt Énergie. Ils nous ont fait une étude pour valider justement les sources d'approvisionnement. Ils
Service Forêt Énergie sont allés chercher des lettres, finalement excusez-moi, des lettres d'intention, c'est ça, pour voir s'il y en a qui étaient capables d'approvisionner le futur centre de conditionnement de la biomasse à Saint-Urbain. Puis, bon, on voit un petit peu les chiffres ici, là. Il y a quand même un potentiel commercial là, sur le territoire de 7200 tonnes métriques annuelles. Puis pour le projet de Maison-Mère, comme je le disais tout à l'heure, c'est un 500 tonnes qu'on a de besoin. Ça fait que le potentiel dans une région rapprochée, aux alentours, il est là. Il y a la matière. Puis là, il suffit de le récolter, puis de l'entreposer, puis de le transformer par la suite. J'avais écrit aussi autres fournisseurs possibles, parce que c'est les 4 que Service Forêt Énergie ont regardé, mais il y en a d'autres. On parlait Séminaire de Québec, là, ou peut-être même du privé. Là. Donc, fait que, oui, le potentiel est là. Donc, plus concrètement, au niveau de l'approvisionnement, comment que ça fonctionne? On prévoit un bâtiment, on voyait tout à l'heure, avec une réserve de copeaux. Fait qu'ici, c'est la section dans laquelle on entrepose, où on amène le copeau qu'on a besoin de transformer. Le nombre de livraisons, évidemment, va dépendre du volume de camions, du volume utile de camions qui est utilisé. Avec un volume de charge de 70 mètres cubes, là, ça correspond à peu près à un camion avec 40 pieds de trailer, là, si on veut. Là. Le nombre de livraisons serait au maximum 4 par semaine en période hivernale. Ça, c'est important, c'est que les chaudières ne fonctionnent pas toujours à plein régime. C'est en fonction de la demande. Puis évidemment, la demande la plus élevée quand c'est du chauffage, c'est quand tu fais moins 30 avec du vent en plein hiver. Mais c'est rare qu'on va atteindre ces valeurs-là pendant une semaine entière complète. Là. Fait que c'est quand même conservateur comme chiffre, là, mais on peut s'attendre à ça. Si la centrale fonctionnait au maximum de sa capacité, bien, il faudrait faire 4 livraisons par semaine en continuité pour assurer le fonctionnement de la centrale. Ça nous mène sur une utilisation annuelle, plus ou moins 39 livraisons. Donc, l'été, évidemment, si on fait juste l'eau chaude domestique, avec un voyage de camion, on est capable de chauffer assez longtemps. Là. Mais c'est ça. Fait que le gros des livraisons se fait en hiver. C'est là que je veux en venir. L'autonomie à pleine charge de 5 jours, ça veut dire qu'avec le volume de la réserve qu'on a, on est capable de dire bien, pendant 5 jours de temps, la réserve est pleine. Pendant 5 jours de temps, je fais fonctionner la centrale, puis j'ai pas besoin de copeaux. Mais la 5e journée, par exemple, il faut que tu viennes me mener 3 voyages pour la remplir. Mais on a quand même une autonomie énergétique là, de 5 jours. Bon, l'accès pour la livraison s'effectuerait par le prolongement de la rue Forgette, qui serait l'axe pour se promener pour avoir accès à la centrale avec les camions. J'ai mis un exemple, ça c'est un gros camion, là, mais c'est un exemple de déchargement là, avec les camions avec plancher mobile. Donc c'est un plancher qui ramène le copeau vers l'arrière pour le vider. Donc on va passer aux performances environnementales. Donc on l'a vu tantôt, le projet permet une réduction des émissions de GES de 352 tonnes de CO2. Donc c'est une grosse réduction de GES. C'est ce qui permet aussi d'aller chercher de bonnes subventions, parce que généralement, c'est au prorata de la tonne de GES qu'on évite. Le calcul de l'aide financière est calculé au prorata des tonnes de GES qu'on évite. Là, je vais parler des contaminants de l'air. Donc, ça a été... on a mandaté comme... Charles le disait tout à l'heure, la firme Consulaire, qui est une firme spécialisée pour faire des analyses au niveau des émissions atmosphériques, au niveau des émissions de polluants dans l'air. Donc, comme je l'ai écrit là, c'est sûr que comme les combustibles fossiles, donc comme l'huile ou n'importe quoi que tu brûles, c'est une réaction chimique, tu vas créer des contaminants, puis le bois n'en fait pas exception. Donc, les normes d'émissions pour ce qui est de la biomasse, c'est le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère qui encadre ça. Puis, il y a deux... En fait, le règlement est bien long, mais pour le cas d'un projet comme le nôtre, comme on veut faire ici, il y a deux gros articles, deux articles qui s'appliquent. C'est que les émissions de particules fines des chaudières doivent être inférieures à 150 mg par mètre cube. Donc ça, si le manufacturier veut vendre une chaudière ici, il faut que sa chaudière respecte ces exigences-là. Puis, afin de t'assurer que tes chaudières, au cours de
de leur fonctionnement au cours de leur vie, là, afin de s'assurer qu'ils respectent cette norme-là. Ben, il y a un test de vérification qui est à faire tous les 5 ans. Puis, dans le projet qu'on a l'intention de faire pour la centrale à biomasse, pour alimenter Maison-Mère, il y aurait deux chaudières de différentes puissances, finalement, une très puissante, 750 kW, puis une autre de 250 pour les charges en été, dans le fond. Donc, la petite fonctionne juste pour chauffer l'eau chaude domestique l'été, on n'a pas besoin de chauffage. Puis la plus grosse, combinée avec la plus petite, est capable de prendre la totalité de la charge de chauffage et de l'eau chaude domestique en hiver. Fait que les deux chaudières qui sont prévues dans le projet ont des émissions de poussière qui varient de 69 à 75 mg par mètre cube à pleine puissance, puis de 47 à 60 mg par mètre cube à puissance réduite, qui se trouve à être à puissance réduite 80 de leur temps de fonctionnement. Parce que, comme je le disais tantôt, on n'est pas toujours à moins 30 à avoir besoin de chauffer dans le tapis. Peux-tu rajouter des choses là-dessus? Non, c'est bon. Donc, on a mandaté Consulaire pour faire l'analyse des émissions de particules fines et autres contaminants dans l'air. D'abord, ce laboratoire-là, c'est des laboratoires qui sont accrédités par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. C'est le centre d'expertise, finalement, du ministère de l'Environnement qui sont dédiés au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. Donc, ils procèdent par simulation pour évaluer c'est quoi le contaminant qui va être répandu dans l'atmosphère avec la combustion de la biomasse, ou en tout cas dans notre cas c'est de la biomasse. Donc ça intègre, c'est vraiment une simulation complète, là. On intègre la topographie de la région, on intègre les bâtiments environnants là, qui sont modélisés aussi, on intègre les données météorologiques de la ville. Puis dans ce scénario-là, il y a plusieurs analyses qui en est faites, puis c'est vraiment pour identifier le pire scénario possible. Donc, ils prennent justement que la centrale fonctionne à un maximum, toutes les capacités au maximum. Généralement, la pire condition, ça va être en hiver au niveau température aussi, avec les effets de pression. Fait que dans le fond, puis ils font cette simulation-là, puis ils s'assurent que ça respecte les normes. Puis là, quand je parle de normes, c'est parce que, faire attention, nous, dans notre projet, on n'a pas besoin de demander un certificat d'autorisation au ministère pour réaliser le projet. Mais il y a des projets, par exemple, s'ils brûlent la biomasse qui provient pas juste de bois propre, mais qui provient de, mettons, je sais pas, des palettes là, ou des matériaux de construction, bien, eux, ils n'ont pas le choix de faire une demande de CA puis de faire ce genre d'analyse-là comme on l'a fait. Nous, on n'était pas contraints de le faire point de vue réglementaire, mais on jugeait que c'était bon de le faire pour voir où on s'en allait avec ça, étant donné que il y a des émissions de particules fines qui en est fait, puis étant donné que la centrale est au centre-ville aussi. Puis il y a un contexte aussi avec la topographie de la région, puis bon, on voulait en avoir le cœur net. Puis les résultats de l'analyse, bien, ce que ça dit, c'est que présentement, avec les analyses qui sont faites, c'est que dans les pires conditions d'opération, l'exposition sur 24 heures au niveau des particules fines attribuables au projet est de 16 microgrammes par mètre cube. Donc, puis la limite, finalement, c'est 30. Dans le règlement, c'est 30. On est à 16. Et c'est important de mentionner aussi que ce 16-là est calculé en considérant que dans la centrale, on n'a pas juste les deux chaudières pour Maison-Mère, mais qu'il y a deux autres chaudières en plus qui fonctionnent à pleine capacité. Donc, parce que le bâtiment est construit, moi je l'ai peut-être expliqué tantôt, mais le bâtiment est un petit peu plus grand pour être en mesure, éventuellement, on est capable de mettre les deux chaudières pour chauffer Maison-Mère, mais il y a de l'espace pour deux autres chaudières supplémentaires pour qu'éventuellement, s'il y a une phase 2 là, du projet, là, puis qu'on veut desservir d'autres clients, bien, ça soit possible sans avoir à réinvestir dans le bâtiment. Donc, l'analyse d'émission des particules a été faite en considérant que les 4 chaudières étaient là. C'est vraiment le pire scénario possible. Puis ça respecte bien les normes établies. Puis aussi, bien, dans la simulation, il analyse aussi d'autres contaminants, là, le dioxyde de soufre, les dioxydes d'azote, puis le monoxyde de carbone. Puis eux aussi, là, du côté de ça, tous les niveaux, les seuils étaient respectés dans tout le périmètre de la centrale, puis de la dispersion, si on veut, de ça. Donc, j'avais préparé cette petite slide-là pour faire un exercice
Oui, c'est mon quiz, la section quiz. Faire participer un peu pour pas que je vous endorme trop. Donc, ce qu'on veut installer, c'est une chaudière. L'image complètement à votre gauche. Une chaudière de celle-là, peu importe, là, mettons en puissance, est à peu près équivalente à 80 poêles à bois. Fait que ça donne une idée. Là, la capacité de chauffage de cette chaudière-là est à peu près équivalente à 80 poêles à bois. Puis là, je vous pose la question, en termes d'émissions de particules, cette même chaudière-là, à combien ça équivaut en poêles EPA? Donc, combien il faut de poêles qui sont certifiés EPA pour émettre autant de particules que notre chaudière qu'on a l'intention d'installer? La réponse, 22. Oui. On est complètement ailleurs avec ce genre de chaudière-là. Là. On a vraiment c'est des performances de combustion très élevées. C'est les températures aussi qui ne sont pas les mêmes qu'un poêle standard. Puis là, je dis standard, mais c'est quand même des poêles qui sont EPA. Donc, 4,5 grammes à l'heure d'émission. Pour vous donner une idée, à Montréal, eux, ils ont baissé le seuil là, depuis 2018, je pense. C'est aux alentours de, c'est 2,5. Fait qu'ils demandent des poêles à 2,5 grammes à l'heure. Fait que c'est EPA++, si on veut. Là. Mais là, je l'ai fait avec le calcul avec les poêles certifiés EPA à 4,5 grammes à l'heure. Puis, je vous pose la question, un bon vieux poêle standard qui n'était pas combustion lente, 44, 100, 10? La réponse, c'est 3. Ouais. Ouais. Fait que les... Pardon? Ben, les vieux poêles à bois ou même foyers là, qui n'étaient pas combustion lente, c'est vraiment... ils émettent beaucoup de contaminants et de poussière fine dans l'air. Les poêles EPA, tu as une recirculation, tu as une recombustion des gaz, si on veut, puis tu réduis pas mal tes émissions de particules fines. Mais les anciens poêles, tu brûlais beaucoup de bois aussi, là, mais c'est ça. Là, fait que finalement, la chaudière à la biomasse, un gros poêle à bois, peut-être oui en termes de puissance, mais non, pas en termes d'émissions de particules. J'ai deux photos des images de combustion en hiver, dans le fond. Une image à Saguenay, une centrale 3 MW. Serre de Bellejour, ouais, à Saguenay. Donc, on voit à quoi peut ressembler un panache de fumée. C'est pas de la fumée noire. Généralement, quand on a des bons paramètres de combustion, ce qui va en sortir, ça va être blanc comme ça. Dans le fond, ce qui se trouve, c'est la condensation de la vapeur d'eau, parce qu'il y a de l'humidité dans le bois, puis à la sortie, ça se condense. Puis la deuxième, c'est un réseau de chauffage en France. C'était juste pour montrer aussi que sur la map, là, la centrale est vraiment au cœur d'un quartier résidentiel, là, parce que c'est un réseau de chaleur urbain pour des logements qui sont autour. Fait que je trouvais ça intéressant de le présenter, cette image-là. On est rendu à la section des coûts, les coûts du projet. Au niveau du coût de construction de la centrale, incluant les honoraires professionnels, on parle d'un projet total de 2,75 millions. Actuellement, les subventions on a la Fédération canadienne des municipalités, Transition énergétique Québec, et le ministère de la Faune, Forêt et Parcs pour 1,08 million de subventions. Donc, contribution de la Ville, 1,67 million. J'ai mis un petit astérisque, par exemple, qui est quand même important là, à mentionner, c'est qu'on n'oublie pas non plus que même si on ne fait pas le projet, on a de l'argent à mettre aussi dans une vieille centrale, dans une vieille centrale qui est Maison-Mère présentement, dans la vieille chaufferie, puis que c'est 400 000 là, mais si on regardait comme sur le même horizon de temps qu'un emprunt fait pour réaliser ce projet-là, on est à 1,26 million là, sur 20 ans. Puis c'est sûr, bon, ça reste un rapport au niveau du maintien d'actifs pour le renouvellement des équipements, mais pour l'avoir visité quelques fois, la chaufferie, là, oui, il y a des travaux à faire là, c'est évident. Là. Puis on le voit aussi dans l'opération. C'est vraiment pas une chaufferie qui est optimisée pour réduire les coûts présentement, là, les coûts d'opération. Ensuite, pour le règlement d'emprunt qui avait été, l'avis de motion qui avait été déposé à la séance du conseil le lundi passé, on tenait à juste représenter les chiffres comme ça. Donc, dans le fond, ce qui est prévu, c'est honoraires professionnels autour de 228 000 $,
coût de construction de la centrale, 2,5 millions. Optimisation énergétique du bâtiment de Maisons-Mères, 260 000. Puis le reste, imprévu, taxes et frais de financement pour la différence. Au niveau de l'optimisation énergétique, en fait, la subvention qu'on a avec la Fédération canadienne des municipalités, qui est de 750 000 il y a une partie des travaux qui est fait, qui est admissible à la subvention, qui est pour la centrale. Et il y a une autre partie des travaux qui doivent être faits pour obtenir la subvention. Si on veut, c'est des travaux en amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, c'est pour ça que ça fait toute partie, si on veut, du même projet de règlement. Fait que pour avoir la totalité de la subvention, il faut faire aussi des travaux d'optimisation énergétique dans le bâtiment à hauteur de 260 000 $. C'est ce qui avait été présenté à la Fédération canadienne des municipalités. Puis, si on recalcule le total de subventions là-dessus, parce que ces travaux-là sont admissibles à la subvention aussi, on a une subvention totale d'1,38 million qui couvre 41 % finalement des coûts totaux du règlement d'emprunt. Analyse financière, dans le fond, ce qu'on a fait, on a regardé, là c'est un extrait, j'ai juste sur les 5 premières années, mais on peut le projeter puis le faire sur la durée de l'emprunt qui est sur 20 ans. On a sur le graphique, la bande rouge, c'est les coûts en chauffage. Les coûts en chauffage actuels, si on ne fait rien cette année, si on ne fait rien l'année prochaine, si on ne fait rien dans 3 ans, dans 4 ans, les coûts, on va continuer de brûler de l'huile, on va continuer d'avoir un système peu efficace. Fait que la bande rouge qu'on voit, elle va être indexée de 2 % puis elle va tout le temps progresser dans le temps, finalement. La bande bleue qu'on voit, c'est si on fait le projet à la biomasse, puis qu'on fait l'emprunt, on va... en fait, la bande bleue correspond à tout ce qui est au niveau de l'opération de la biomasse, incluant les frais de financement et l'emprunt que tu as à rembourser. Donc, si tu regardes, tu as les coûts en combustible de la biomasse. Fait que c'est quoi que ça te coûte pour chauffer le bâtiment? C'est quoi que ça te coûte pour assurer ton nouveau bâtiment que tu viens de construire? Des coûts en électricité pour faire fonctionner ce nouveau bâtiment-là? Des coûts pour entretenir ce bâtiment-là, pour entretenir les équipements, faire les tests d'émissions qu'on parlait tantôt, les frais de financement, puis ton emprunt que tu fais pour rembourser ton prêt. Fait que si tu calcules tous ces coûts-là, on est aux alentours de 190 000 peut-être, quelque chose comme ça, mettons, à l'année 1. Fait que ce qui dégage mes économies nettes qui sont calculées par rapport à la bande rouge, finalement, les bandes en vert, qui se trouvent à être aux alentours de plus ou moins 80 000 par année, qui est dégagé en économie nette en réalisant le projet. Ensuite, si on calcule la période de retour sur l'investissement de ce projet-là, en considérant qu'on a quand même de l'argent à investir dans Maisons-Mères, dans la chaufferie de Maisons-Mères, les 400 000 que je parlais tout à l'heure, on a une période de retour sur l'investissement de 13 ans. Ça inclut les subventions et tous les coûts du projet. Les retombées, donc économie nette sur les frais fixes d'opération, par ça, donc on parle d'un 80 000 $ par année par rapport au coût de chauffage actuel. Puis aussi, je reviens peut-être là-dessus, c'est peut-être important de le mentionner. Dans la bande bleue, en fait, on se rend compte que j'ai tous les coûts de fonctionnement puis d'opération de la nouvelle centrale. Puis je compare ça à seulement des coûts de chauffage au niveau d'huile. Mais tu sais, j'ai pas les coûts d'entretien présentement de la chaufferie qui sont intégrés là-dedans. Puis tu sais, il y en a, on parle de 2017-2018, aux alentours entre 10 et 15 000 par année qui sont mis juste pour entretien. Il faut remplacer une pièce, il faut faire ci et ça. Là. Donc, ces coûts-là ne sont pas inclus. J'ai pas. Fait que c'est quand même conservateur, finalement, comme analyse. Donc, en réalisant le projet, on élimine le combustible fossile aussi. On parle d'une réduction des émissions de GES de 352 tonnes par année. La récolte du bois, la transformation, le séchage, l'entreposage et le transport sont effectués par des fournisseurs locaux. C'est le principe d'investir ici au lieu de donner de l'argent à Hydro-Québec ou à une compagnie pétrolière. Le 80 000 $ par année qui sont injectés directement dans l'économie régionale, c'est qu'on estime qu'on aurait besoin de 80 000 $ environ de biomasse pour faire fonctionner le bâtiment annuellement. Donc, c'est de l'argent que tu mets directement dans la région. C'est pas de l'argent qui s'en va à une pétrolière.
Ensuite, consolidation de l'industrie forestière. Je mentionnais tantôt, on est capable de récupérer beaucoup, valoriser finalement les résidus forestiers laissés en place. Création, maintien d'emplois, puis les cendres qui peuvent être réutilisées aussi pour être valorisées pour fertiliser les champs. Ensuite, oui, OK, j'avais mis quelques exemples de projets avant, juste des images. Là. La présentation va être disponible en ligne après. J'ai mis un lien ici, là, Vision Biomasse Québec. C'est une liste de projets de biomasse qui ont été réalisés au Québec. Ils sont tous rapatriés par région. Puis quand on clique dessus, on est capable d'avoir l'information, la puissance, quel type de copeaux qu'ils utilisent, etc. Là, des images de la centrale, c'est quand même intéressant. Puis là, c'est ça, j'avais sorti quelques images de chaufferie là, pour montrer à quoi que ça peut avoir l'air, qu'est-ce qui a été fait dans d'autres régions. Là, comme par exemple, celui-là, c'est à Montjoly. C'est 2000 kW. Ouais, c'est 2000 kW. Non, je pense que c'est 3000 kW. C'est à peu près la même... dans le fond, c'est 3 fois plus puissant que ce qu'on a besoin pour maison-mère. On voit qu'il y a la grosseur de la réserve de copeaux, les chaudières qui sont d'un côté, on voit la cheminée aussi. D'autres projets, là, il y a Saint-Tubal, je crois, là-dedans, avec Montmagny aussi. Donc, ça complète pas mal. On est rendu à l'échéancier, Mathieu. Oui. On est rendu à l'échéancier. C'est bon. C'est mon petit bout. Ouais, ben, ouais. Mathieu va vous revenir. Ça va lui laisser la chance de reprendre son souffle. Hein? En fait, l'échéancier, c'est un peu les étapes à venir. On vous a dit, on a commencé à récolter au niveau de la MRC de la matière. Donc, ça, c'est en cours. On va voir comment ça évolue. 9 septembre, on a fait l'avis de motion pour le règlement d'emprunt. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a la présentation. Le 15 octobre, on ira avec possiblement l'adoption du règlement d'emprunt qui sera soumis à la tenue d'un registre, comme ça se fait dans tout projet d'investissement par la municipalité. Ce qui devrait nous amener, si tout va dans la suite des choses comme on le prévoit, ça devrait nous mener vers la fin novembre pour l'accord qu'on obtiendra du MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales. Alors, il doit sanctionner cet emprunt-là. Et à l'automne 2019, on se mettrait en élaboration des plans de vie de la centrale, même si vous avez vu tantôt l'esquisse, tout n'est pas défini dans les détails près. À l'hiver, on irait en appel d'offres pour les constructeurs et pour la fourniture d'équipements. À l'été 2019, ça se construirait pour fin... 2020. Oui, c'est vrai, hein? Et mon Dieu. Ça, c'était mon petit test, là. Tantôt, il y avait un quiz, là, c'est mon petit test. Chez l'auditeur, non, mais s'excuse la coquille, hein? C'est ça. Mais à l'été, donc, de 2020, on va y aller, on irait de la construction. Puis finalement, en 2020, il y aurait aussi la mise en marche de la centrale. Alors, progressivement, on évoluerait dans ce sens-là pour commencer à avoir les dividendes en économie plus vers 2021. Alors, c'est le plan qu'on a. On est à se planifier en fonction de ça. Et on va voir comment les choses vont évoluer, parce que certains auront entendu parler du développement potentiel d'un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, ce que ça fait, vous avez entendu Mathieu tantôt exprimer qu'on avait de la possibilité pour de l'expansion à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire en ajoutant des chaudières. Ajouter des chaudières veut dire qu'on aurait de l'énergie qu'on pourrait vendre, qu'on pourrait vendre à des institutions qu'on a ici, que ce soit une commission scolaire, un hôpital ou d'autres partenaires. Alors, ça pourrait générer des revenus qui pourraient éventuellement être réinvestis dans le projet Maison-Mère ou autrement, selon les volontés du conseil municipal. Alors, c'est l'autre volet qui n'est pas exposé, mais ça supposerait des investissements supplémentaires. Pour la probabilité que ça se concrétise tel que soulevé, si on vous le présente, c'est parce qu'on a fait le travail de valider avec des experts. Bien sûr qu'il y a des hypothèses. Bien sûr qu'il y a plein d'hypothèses là-dedans, puis personne n'a une boule de cristal pour prévoir qu'est-ce qui pourrait ne pas arriver, hein? Ou ce qui pourrait arriver. Alors,
Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que l'ensemble de la démarche qui a couru avec les gens qui se sont associés au dossier nous laisse croire qu'il y a un haut taux de probabilité que ça se concrétise comme c'est là. Bon, et voilà que Mathieu n'était pas le seul. Toutes les données qui vous sont présentées, ils sont appuyées. Ils sont appuyés sur des hypothèses, sont appuyés sur des analyses, sont appuyés tantôt sur d'autres expériences similaires. En fait, donc, il y a un fondement très, très solide à tout ça, là. Il n'y a pas de tendance hallucinogène là-dedans. Là. C'est vraiment une démarche. C'est ça. C'est vraiment une démarche qui s'est faite avec sérieux. Avec sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous dire ce soir qui peut éliminer toute part de risque? Hein? Puis, je pense pas qu'il y ait personne qui peut. Il n'y a personne ici qui peut le faire. Par contre, on le fait avec beaucoup de sincérité. On a fait des vérifications diligentes. On s'est assuré que toute la démarche des gens associés à notre projet l'ont fait, mais avec un sérieux. Tantôt, il y a des bases scientifiques. Tantôt, il y a des bases académiques qui sont plutôt financières. Tantôt, c'est plutôt avec des gens qui sont en ingénierie. Bref, il y a une communauté de savoir, d'expérience, de compétences qui ont été mises à contribution puis qui nous laissent croire qu'effectivement, la probabilité de réalisation est positive. Et de toute façon, si ce n'est pas la biomasse qu'on appliquerait, il faudra bien trouver des mesures pour rendre le bâtiment plus performant puis moins énergivore. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est pour nous impératif de travailler de cette dimension-là. Et c'est pas l'affaire c'est pas l'idée d'une personne, hein? C'est une question de nécessité. C'est une question de nécessité où là, tout le monde est associé. Puis on se dit, bien, dans un projet comme de ce type-là, bien là, il y a un effet d'émulation qui peut être positif pour l'ensemble de la communauté et de la région. Puis on pense que tout ce qui n'a pas été calibré puis qui est d'une valeur ajoutée, c'est tout l'effet ou l'impact régional que ça va avoir, ce projet-là, dans les autres facteurs non quantifiés. Tu sais, on parle des VES en termes de diminution, mais en termes économiques, ça vaut quelque chose. Quand on parle du soutien à l'économie locale, ça vaut quelque chose aussi. Fait qu'il y a plein de facteurs qui s'additionnent, qui font que ça peut faire du sens d'aller dans cette voie-là. Qu'on n'y aille pas dans celle-là. D'accord? Qu'on n'y aille pas dans celle-là, à mon avis, il va falloir en trouver une autre voie. Parce qu'on ne pourra pas continuer au mazout, puis à dépenser des centaines de milliers de dollars à brûler de l'énergie. Moi, je pense qu'il faut trouver, rationaliser, puis être plus performant. Alors, dans ce sens-là, si ce n'est pas cette option-là, il va falloir avoir foi en une autre. Puis, on va y aller avec la même rigueur. La même rigueur. Parce que ça a été une démarche rigoureuse qui s'est faite. On a pour plus de 200 000 $ d'honoraires professionnels d'associer à ce projet-là. Puis là, je ne suis pas généreux, 200 000, c'est beaucoup plus que ça. Je pense, là, c'est parce que je n'aime pas me tromper. Alors, quand on me pose cette question, je dois vivre avec. Mais c'est plus de 200 000 $ qui ont été mis là-dedans, là, puis des sommes versées à des professionnels qui sont des émérites qui œuvrent dans le domaine. Merci, Martin. Bien rapidement, simplement dire, tantôt, il m'a amené quasiment à faire ma conclusion, mais sur les qualités de ce projet-là versus, c'est pas un projet parfait, ça, hein? Il y a ces petits problèmes comme d'autres et tout n'est pas réglé en faisant ça, sauf que moi, comme je dis souvent, quand j'additionne les avantages d'un côté, les avantages au niveau écologique, les avantages au niveau économique, les avantages au niveau du développement régional, je considère que les avantages l'emportent, moi, personnellement, je pense que les avantages l'emportent sur les inconvénients qu'on peut voir là. Donc, pour moi, ça reste un projet intéressant. J'espère qu'on va continuer à le travailler, puis j'espère qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là, je le souhaite. Autrement, bien, il me reste à vous remercier d'être là. Merci beaucoup de participer à cette rencontre-là, de vous informer, puis de pouvoir en parler à d'autres. Je pense que là, tout le monde est à la même place. Là tout le monde, on a toute la même information.
on est capable d'en parler si on a des questions là-dessus. Je salue ceux qui nous ont écoutés à la télévision aussi. Je remercie beaucoup Mathieu. Je salue le travail parce que Mathieu travaille là-dessus depuis combien de temps, là? Ça fait 1 an et quelques qu'il travaille presque exclusivement sur ce projet-là. Il y en a eu d'autres, mais celui-là a travaillé beaucoup. Non, mais beaucoup ce travail-là. Martin, toute l'équipe, Martin Bouchard, toute l'équipe de la ville. Monsieur Lafrance, merci d'être là. Votre équipe aussi qui avait travaillé avec nous. Puis les autres partenaires, je sais qu'au niveau de la MRC, il y a des discussions au niveau d'autres organisations aussi. Intéressant, M. Filion, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas entendu par la télé, il me parle de l'importance de diversifier nos sources énergétiques et de ne pas trop dépendre de l'hydroélectricité, même si ça reste quelque chose d'important pour nous. Et que si on... Ah là, on n'embarquera pas là-dedans, c'est correct. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. On continue de travailler là-dessus. On continue de travailler sur l'ensemble du projet Maison Mère aussi. Voilà, merci.